Et donc, quels sont les 4 styles d'attachement et comment est-ce qu'on en est venu à les évaluer? Comment ça se passe? Comme je t'ai dit au début de la conversation, mon expertise, bon, quand on étudie la théorie de l'attachement, évidemment, on étudie la psychologie du développement et donc les enfants et donc tout ça. Et on peut y cliquer et y rentrer. Mais mon disclaimer, les petits astérisques, c'est mon expertise, c'est chez les adultes. Et c'est important de le dire parce que il y a quand même des nuances, même dans la théorie. Tout simplement, peut-être parce que les gens qui ont étudié les uns et les gens qui ont étudié les autres n'ont pas été les mêmes gens. Voilà. En tout cas dans certains cas. Et donc, par exemple, même dans la terminologie euh, des styles, parfois on peut, quelqu'un qui novice, nouveau pour la théorie et qui se disent pourquoi on appelle ambivalent chez les enfants et on appelle préoccupé chez l'adulte, mais finalement, quand je lis un peu qu'est-ce qu'il y a des noms, c'est plutôt la même chose. Pourquoi on appelle les organisés les enfants et après, certains chercheurs vont appeler non résolus les adultes. Est-ce que c'est la même chose? D'ailleurs, ce n'est pas la même chose, il reviendra. Donc bon, tout ça pour dire, audience, là je vais vous parler plutôt, je pense, de l'attachement adulte. On peut y revenir ensuite chez les enfants. Donc, les la manière dont, en général, j'explique les choses, c'est les personnes, on revient à mon petit exemple d'un enfant qui, à un moment donné, commence à demander naturellement, spontanément cette aide quand il est en détresse. On commence par les cas les plus heureux. Les cas les plus heureux, c'est que les gardiens, qui peut être maman, papa ou autre personne d'ailleurs, en général, c'est maman, papa, mais ça pourrait être, je sais pas moi, une nounou, une grand-mère qui fait la place de maman, bon bref. Mais la personne d'attachement qui est la plus près et le plus étant avec l'enfant, heu, si cette personne est capable, les plupart des fois, ça n'a pas besoin d'être tous les fois, mais les plupart des fois, à satisfaire cette besoin, la détresse baisse et comme on disait, c'est qu'on garde ces sensations positives d'être aimé, d'être important, d'être, un peu, comment dire ça? Entouré, de se sentir un peu comme dans une espèce de boule de sécurité, voilà et ça fait des effets sur le système nerveux, et cetera. Mais surtout, si on garde notre explication simple, on garde ces sensations physiques, c'est qui va par la suite, on va avoir envie de créer des relations d'attachement quand on est adulte. Si on continue un peu dans l'essence des un peu moins heureux que ça serait quoi? Un peu moins heureux que ça, ce serait quelqu'un que présente les mêmes demandes, effectivement. Ses parents, ses gardiens, de temps à autre, arrivent à faire, comme on vient de dire, bien les choses, à les protéger, les garder, et cetera. Donc, l'enfant développe un goût de ça. Il se dit: «C'est super sympa, c'est très bon, je me sens très bien» et comme ça, d'un coup, ça s'arrête et comme ça, d'un coup, ça revienne et d'un coup, ça s'arrête et ça crée une espèce de onde, un peu comme ça, comme une sinusoïde que, je profite pour dire, peut être causée par une quantité des situations très diverses. Par exemple, si la personne en question, les gardiens, serait, il y aurait une trouble dépressive et il y a des moments. Donc par des moments, il est super dans le fond du trou et donc il veut s'occuper des personnes. Par moments, il sort et quand il sort, il est très content de retrouver son enfant. Mais ça pourrait être aussi être une personne qui, par des raisons financières, doit avoir 2 boulots et a peu des Oui. marges, je sais. Il y a plein de situations différentes. Ou une grande classique, tout simplement un adulte qui a eu l'enfant avant de pouvoir avoir la chance de rencontrer la l'attachement et donc il ne sait pas que lui-même a été gardé de cette même façon et est simplement en train de les répéter, de les passer dans la chaîne. Bref, on y reviendra peut-être, mais la question c'est une façon de s'occuper de cet enfant qui alterne entre périodes de beaucoup de soins et des proximités et périodes où ça s'arrête. Et l'enfant va développer un certain nombre de choses pour répondre à ça. Entre autres, il va devenir très sensible à l'adulte en question, c'est-à-dire, il va augmenter, si tu veux, toutes les senseurs pour arriver à essayer, en tout cas, arriver à prédire quand ça va arriver à nouveau. C'est qu'il les rendre très, comme je disais, attentive à les phénomènes extérieurs. Malheureusement, au contraire, c'est l'âge où on devrait être en train de sentir son corps physique et apprendre petit à petit, c'est de le réguler. Donc, on va en parler ensuite, mais généralement, ça produit un déficit dans la capacité des proprioceptions, de sentir son propre corps, mais au contrario, une capacité assez augmentée, on y reviendra, de savoir, en quelque sorte, avoir une belle intuition sur ce qui arrive chez les autres. Note couleur, parenthèse,
la grande majorité des psychologues, selon 2, 3 études qui ont été faites sur ce sujet, c'est des personnes anxieuses, des préoccupées. C'est des personnes de ce type de style que je suis en train de décrire là. Des personnes qui ont une capacité, un peu plus que les autres, à sentir la personne qu'ils ont en face et «diviner» entre guillemets, hein. En réalité, c'est la lecture des micro-signaux, hein. C'est pas une divination, mais bon, ça donne un peu cet effet, quoi, et de savoir si l'autre notre aise ou pas, et cetera. Ces personnes-là aussi vont être justement avec beaucoup de peur de quand c'est la prochaine fois là, je parle d'enfants, mais tu vois déjà comment ça l'analogie Ça avec peut se l'âge adulte. retransmettre plus tard, oui, oui. Voilà. Mais on y reviendra, mais donc cet enfant qui a peur de la prochaine fois où il va être, abandonné ou laissé de côté et cetera, et qui développe cette capacité de mesurer ou d'essayer de deviner si la personne gardien va le quitter, tout ça. Mais ce qui compte ici, et c'est très important, c'est que malgré tout ce que je viens de dire, il connaît ou elle connaît les bonheurs de ces moments d'attachement. C'est-à-dire, à la question: «Est-ce que tu aimerais une relation d'attachement?» «Oui!» Parce qu'au contraire, Mmh. presque peut-être de manière plus «sauvage» entre guillemets, ou plus forte, plus intense qu'une personne sécure, qui aussi évidemment adore ça, mais qui l'a tout le temps, donc c'est une espèce de constant. C'est quelque chose qui est une évidence. C'est pas quand vous avez quelque chose qui est une évidence, vous n'êtes pas fou de les chercher, quoi, voilà. Si on continue un petit peu plus en allant vers les mauvaises nouvelles ou voilà, les cas moins heureux, on trouverait un enfant qui, pareil, fait la même demande comme tout le monde, là on est tous pareils, et que malheureusement là pour le coup, la réponse n'arrive jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais ce moment de combler ses besoins, euh, encore une fois, pour plein de raisons différentes. Certains on serait plus amené à juger comme de la négligence, d'autres que pas du tout, c'est vraiment, on peut pas, bref. On n'est pas ici, en tout cas, on pourra y revenir plus tard, mais dans ces périodes les podcasts, je suis pas en train de parler trop des parents, mais c'est simplement de dire que cet enfant, là c'est mon focus, cet enfant ne reçoit pas du tout cette soin qu'il demande. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à un moment donné, bon, de un, il ne connaît pas donc cette bonheur de l'attachement. Il ne connaît jamais. Ça, c'est une première différence vis-à-vis des autres deux. Mais une chose beaucoup plus importante, que Carol George, que c'est une chercheuse qui a créé plusieurs instruments de mesure, on y reviendra, elle était une de mes mentors. On a écrit un article ensemble, etc. Chercheuse qui était étudiante de Mary Main, qui était elle étudiante de Mary Ainsworth, que c'est la première chercheuse femme sur l'attachement. Au même titre, certains disent que Bowlby, donc un était plus le créateur de la théorie, Bowlby, et elle était un peu plus celui qui met les mains dans la pâte et prépare les expériences. Voilà. En tout cas, Carol George, et je disais qu'elle a créé ce concept ou il a développé ce concept de la cognitive disconnection, de la déconnexion cognitive, qui s'insérait, encore une fois, dans cet esprit de l'expliquer de manière simple. C'est comme le disjoncteur de votre appartement, de ton appartement. C'est-à-dire que quand la détresse augmente, 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 et il n'y a pas une manière de les gérer, à un moment donné, l'esprit de cet enfant, qui, en toute logique, devrait être en train on devrait, comment dire, l'aider à développer de plus en plus des connexions à son corps, à ses sensations physiques pour apprendre à les maîtriser et tout. Contrairement à ça, l'esprit se déconnecte des sensations physiques. Donc, ça donne quoi? Ça donne, vous pouvez voir, l'audience peut chercher sur Internet, hein. Vous pouvez taper sur Internet la situation étrange ou the strange situation. Il y a des études où on va voir les enfants, parfois en blanc et noir, parce que parfois c'est des vidéos assez anciennes. Et les enfants qui ont cette caractéristique que j'ai décrite là, paraissent, si vous n'êtes pas expert de l'attachement, vous dites: «Ah, mais c'est un enfant super sage. Ah, mais il est très tranquille, regarde, il est très bien. Même les parents, ils sont disparus, ils sont partis, il est très tranquille.» En fait, quand on les mesure, par exemple avec des mesures électrodermales qui mesurent l'électricité dans la peau comme un proxy des niveaux d'excitation De du système stress? nerveux, voilà, de Ouais. stress, on constate que pas du tout. Ils sont hyper stressés. Mais c'est pas qu'ils ne les montrent pas, c'est qu'ils ne les savent même pas. C'est une déconnexion de ces sensations physiques. Euh, Petite disclaimer là aussi, là on parle évidemment, parce que toi tu m'as demandé des styles, et donc c'est toujours dans la pédagogie d'essayer de séparer au maximum les différentes choses pour que vraiment il y a des contrastes et donc on arrive à voir la différence. En réalité, dans la psy, comme je crois dans tout, les choses ne se présentent pas comme ça, et il y a plutôt des degrés des choses. Donc il y a des gens qui sont déconnectés un peu,
par exemple, de ses émotions. Il y a des gens qui sont déconnectés quand la détresse arrive à un certain niveau, mais pas à un autre. Il y a des gens qui effectivement, comme pour l'exemple précédent, des enfants qui sont très perceptifs des les autres, et il y a des gens qui sont un peu comme ça, mais pas complètement. Donc on va y revenir, mais il y a un continuum, hein. Mais là, on fait les exprès pédagogiquement de séparer au grand maximum, un peu comme on se disait, presque des personnes absolument différentes que voilà, dans une démarche purement pédagogique. Donc on arrive à ça, donc à cette personne à cet enfant, pardon, qui est déconnecté un peu de ses sensations de détresse, en tout cas, qui paraissent de l'extérieur super calme, mais ne l'est pas du tout et qui n'a pas eu suffisamment, en tout cas, d'expériences positives par rapport à l'attachement, comme pour vouloir ça plus tard. Il a un peu s'est dit non, non, c'est pas sympa cette histoire de l'attachement. Voilà. Et après, c'est vrai que les nombres, comme c'est beaucoup plus petit dans la population, là, si on revient à mes trois exemples, là, les premières, c'est les secures, c'est lui qui est bien rassuré, etc. Selon les pays, mais les études épidémiologiques montrent que 55-60% de la population, donc c'est vraiment une grande majorité. Ensuite, tu as ces 2 groupes, donc les premières que j'ai décrit, qui est, qui a cet, amour, ou ces capacités d'être, protégé par moment et par moment non, et cetera et qui crée de l'anxiété. Ça, on a plus ou moins 15%, voilà. Et ensuite, tu as pareil par rapport à les évitants et ce qui reste, que ça dépend des pays, mais ça peut être 5-7%, 8%, des choses comme ça, donc plus rare et donc on entend moins parler. Dans l'enfance, on va l'appeler désorganisé. Mais pour notre conversation aujourd'hui, je pense que c'est intéressant d'amener les concepts d'adultes, on l'appelle non résolus. C'est comme ça qu'on va les trouver sur Internet et sur les livres. Et cette un peu euh, manière de l'expliquer encore le plus simple possible, c'est que si maintenant on se projette 20 ans plus tard, on a ces enfants que je viens de décrire, on se projette, maintenant c'est des personnes de 20 ans. Donc ces personnes de 20 ans, les secures, quand il invoque l'image de ses parents ou de ses gardiens, quand il pense à eux, ça va les rassurer. L'anxieux, quand il pense à ses parents, ça va le rassurer un tout petit peu. Et aussi, ça va l'insécuriser. Il va se sentir un peu, la possibilité de l'abandon et tout ça va revenir à fleur de peau. La personne évitant, quand il pense à ses parents, ça n'arrive peut-être rien. Ça ne les fait rien. Mais la personne qui est non résolue, quand elle pense à ses parents, ça les produit des stress. Ces figures d'attachement qui ont été internalisées, ces sensations physiques c'est-à-dire que la fonction primaire d'une figure d'attachement qui est celui de euh, réduire le stress, aider à traiter cet stress, etc., c'est pas seulement qu'il n'est pas rempli, comme dans le cas des évitants, mais dans le cas des personnes qui ont un trouble d'attachement non résolu, les figures d'attachement sont eux qui produisent la détresse. Souvent parce que c'est associé à des traumas. Donc là, peut-être aujourd'hui, je pense, on ne va pas trop parler de ça, même si c'est aussi, moi je suis expert en attachement, expert en trouble de stress post-traumatique complexe, qui est grosso modo trauma plus problème d'attachement, si vous voulez, trauma de l'enfance. Donc c'est un peu un niche qui est évidemment hyper intéressant, sur lequel je fais beaucoup de recherches et beaucoup de cliniques, mais c'est vrai que ça reste peu de la population. Donc la plupart des gens qui ont des problèmes d'attachement, c'est plutôt ce qu'on a décrit tout à l'heure. Un peur de l'abandon, ce genre de choses pour les préoccuper, rejet des relations, distance, froideur, etc., pour ceux qui ont un attachement évitant. Mais il faut en tout cas garder en tête qu'il y a cet autre groupe, ces quatrième groupe, qui c'est un peu plus compliqué pour eux. Parce que c'est pas seulement une distance ou une besoin excessive, c'est une peur viscérale liée à les relations d'attachement. Les relations d'attachement font vraiment peur. Peur viscérale.